Bonjour tout le monde, ici Patrick Tousignan pour découvrir les distilleries du Québec. Aujourd'hui, on va découvrir des acérums, mais surtout la création, les levures. Pendant que j'habitais en Europe, j'ai pu visiter plusieurs distilleries dans différents pays. J'ai goûté de merveilleux produits issus de savoir-faire ancestral. À mon retour au pays en 2006, on comptait sur les doigts d'une main les distilleries québécoises. Heureusement, les lois ont changé et maintenant, des dizaines de passionnés peuvent vous inventer les alcools du terroir. Je suis Patrick Tousignan et je vous invite avec moi à découvrir les distilleries du Québec. Je suis avec Corinne Cluis. Ça va bien, Corinne? Oui, bonjour. Toi, tu es distillerie Fauve. Donc, pourquoi Fauve? Fauve, écoute, ça vient du latin fauvere, qui veut dire réchauffer, chérir, entretenir. Donc, quand je brainstormais sur des noms de distilleries, ça m'a allumé parce que finalement, c'est ça un peu que je veux faire, réchauffer les gens avec mon alcool. Tu sais, l'alcool, ça réchauffe un peu les relations humaines et tout ça. Et puis, en même temps, je trouvais que c'était un beau clin d'œil au processus aussi de fabrication où pendant la fermentation, il y a de la chaleur qui est générée par les levures qui travaillent. Puis dans la distillation, on chauffe tout ça pour aller séparer les différents arômes. Donc, je trouvais que ça englobait vraiment plusieurs aspects que j'avais dans ma vision de la chose. Donc, voilà d'où ça vient, fauve. Puis toi, tu n'as pas commencé ça par hasard, là. Tu t'es levé un matin et tu dis, ah, j'ai soif, qu'est-ce qu'on fait comme alcool? Puis on va le créer. Tu travailles depuis longtemps dans le milieu, mais tu n'étais pas directement dans l'alcool, tu étais dans des micro-organismes qui servent à faire l'alcool. Veux-tu nous en parler un petit peu? Exactement. Moi, j'ai un background en recherche. En fait, j'ai un doctorat en biologie. Au départ, j'étais vraiment plus en génétique, des trucs comme ça, dans le très moléculaire. Mais j'ai travaillé, après mon doctorat, j'ai travaillé plusieurs années pour une grosse entreprise de production de levures et de bactéries basée à Montréal, l'allemand pour ne pas le nommer. Et puis, j'ai eu différentes responsabilités là-bas, mais entre autres, je suis devenue, je suis venue à faire partie de l'équipe de la division qui s'occupe des produits destinés aux distilleries, en fait. Et puis moi, étant chercheur, j'étais en charge du groupe de recherche pour le développement de nouveaux produits pour les distilleries, donc levures, bactéries, nutrition. Et puis, un de mes mandats, c'était vraiment de comprendre comment les différentes levures, puis comment la façon dont on traite la fermentation va influencer le développement des arômes. Donc, comment on peut finalement optimiser le potentiel de différentes souches de levure vraiment en travaillant sur la température optimale de la fermentation, le pH, quel genre de nutrition on ajoute, de l'azote organique, inorganique, tout ça fait que j'ai fait beaucoup de travaux là-dessus, beaucoup d'analyses en chromatographie gazeuse, entre autres, pour caractériser les esters qui sont les arômes qui donnent tous les arômes fruités, finalement, qu'on retrouve dans les alcools, mais d'autres en plus. Et puis, j'ai travaillé avec plusieurs clients au fil des années, des distilleries qui avaient des besoins particuliers, beaucoup voyagé, beaucoup visité de lieux magnifiques, rencontré des distillateurs passionnés. Puis c'est vraiment ça qui m'a amené là-dedans, puis qui m'a donné le goût de faire mon propre truc, de mettre mon grain de sel finalement dans tout cet univers-là de la distillation puis des spiritueux. Quand tu parles des voyages, l'allemand, c'est pas juste au Québec, là, c'est international. Ouais. C'est une compagnie qui a été fondée à Montréal, puis qui est encore basée à Montréal, mais qui est présente dans une quarantaine de pays, je crois, puis tu sais, qui vraiment dessert le monde entier, là. Ouais. Donc là, toi, tu as vraiment les mains dedans. Ton but, c'est de créer, bien, t'aimes travailler le produit, t'aimes le faire, c'est pas juste de mettre un beau produit en vente, mais t'aimes le processus en arrière, là. Exact. Moi, ce qui m'intéresse vraiment, c'est d'aller chercher le meilleur de ce qu'une matière première peut donner, puis de ce que le processus de fermentation avec différents micro-organismes peut amener. Les micro-organismes, c'est vraiment
fascinant parce que depuis des millions d'années, finalement, ils se sont adaptés à leur environnement, ils ont développé toutes sortes de stratégies métaboliques, biochimiques pour survivre. Et puis, par la bande, nous, les humains, on arrive à aller utiliser ces organismes-là pour faire des produits intéressants comme du vin, du fromage. On peut maintenant même dépolluer des sites contaminés avec des micro-organismes. On peut faire du carburant, on peut faire de l'alcool. Fait que c'est super intéressant. Puis moi, c'est ça qui m'allume dans le fond de voir qu'est-ce qu'on peut faire avec une matière première donnée, puis les micro-organismes, comment on peut créer finalement un bouillon de culture intéressant, puis qu'après ça, avec la distillation, on va aller vraiment chercher tous les arômes qu'on veut, aller élaguer ce qu'on veut pas, garder les trucs intéressants, puis créer un produit qui est supérieur à la somme de ses parties, finalement. Donc, oui, vraiment, moi, c'est le processus qui m'intéresse. Puis en tant qu'entreprise aussi, ou en tant que distillerie, je dirais que c'est vraiment ça, tu sais, les alcools, tu sais, les alcools issus de fermentation, distillation, puis éventuellement vieillissement. Tu sais, par exemple, comme whisky, rhum, ben, acérum, dont on va parler plus tard, mais je te dirais que mon entreprise est moins orientée vers tout ce qui tire à profit des aromates, tu sais, par exemple les gins. Ça, c'est super intéressant aussi, tu sais, avec la flore qu'on a au Québec, puis en tout cas tout le potentiel qu'il y a avec ça. Mais je dirais que c'est moins, je dirais, ce qui vient me chercher moi, puis l'expertise que j'ai. Donc, moins l'aromatisation, la macération, tout ça, puis plus vraiment garder ça à la base, fermentation, distillation, vieillissement. Fait que c'est centré vers la gauche du spectre, on va dire. Donc, tu as l'expertise, tu sais comment distiller, fermenter, tout ça, mais tu n'avais pas encore l'équipement, les places pour produire. Comment que c'est fait ta rencontre avec Samuel et Caumont pour dire oui, ça serait le fun qu'on puisse travailler ensemble, que je puisse utiliser tes équipements puis développer mes produits avant d'être chez nous? Oui, absolument. Moi, en fait, en plus, tu sais, j'avais beaucoup d'expérience en laboratoire. Fait tout ça dans des petites fioles grandes comme ça, puis des petits alambics grands comme ça. Puis là, je prenais mes pipettes, puis je prenais, tu sais, l'équipement à grande échelle, c'est quand même autre chose. Au départ, moi, je pensais vraiment me lancer, investir, aller, tu sais, monter le modèle d'affaires, puis me lancer vraiment avec ma propre distillerie. J'ai pris un petit pas en arrière, puis commencé à regarder d'autres alternatives où finalement, je commençais à plus petite échelle pour bâtir ma marque, bâtir ma clientèle, monter finalement, essayer, voir tâter le terrain. La distillation, c'est pas un milieu facile. Et puis, j'en suis venue à parler avec différentes distilleries et puis, entre autres, Caumont pour voir s'il y avait des possibilités de collaboration, s'ils prenaient des distillateurs en résidence et tout ça. Puis, j'ai eu une bonne connexion avec Samuel et Vanessa de Caumont. Eux, ils m'offraient aussi la possibilité d'être sur place, de vraiment prendre part activement au processus. C'est pas tout le monde qui offre ça, et puis je le respecte aussi. Tu sais, c'est quand même quelque chose d'ouvrir ses portes puis de laisser quelqu'un se plonger les mains dans ces affaires-là. Donc, eux, ils m'offraient cette ouverture-là, et puis on a une belle complémentarité aussi. On ne fait pas les mêmes produits, mais on a la même un peu philosophie. Eux, ils sont beaucoup dans le grain à la bouteille et tout ça. Mais plus pour le gin, leur alcool d'agave, whisky éventuellement, tout ça. Donc, finalement, on se rejoignait, puis on était complémentaires et le fit a été très bon. Donc, je suis avec eux depuis 1 an maintenant. Et puis, je pense encore rester là quelques temps. Pour les avoir côtoyés à quelques reprises, Samuel puis Vanessa, c'est dur de ne pas avoir une belle chimie avec eux autres. Ils sont tellement énergiques, une belle énergie, ils sont super le fun, sympathiques.
Fait que, à moins que toi-même avoir une mauvaise énergie, ça peut juste bien connecter. Là. Fait que, Absolument, le absolument. match est souvent bon. Bravo. Puis tu as raison, il y en a plusieurs qui décident de créer une ligne de produits, puis qui ils développent le produit, puis après ça, ils le laissent faire par une compagnie. Mais toi, ton but, c'était vraiment aussi d'aller apprendre à faire ça à plus grande échelle, être capable de pouvoir le reproduire chez toi éventuellement. Oui, absolument. Yes. Donc, premier produit que tu nous as mis en marché à la SAQ, un acérum blanc. Oui, oui. Alors, j'en ai un exemplaire ici pour ceux qui le regardent en vidéo. Mon premier bébé, oui, l'acérum. J'ai décidé de commencer avec cet alcool-là, l'acérum, qui est une nouvelle, ben, tu en as peut-être déjà parlé dans d'autres émissions, mais qui est une nouvelle appellation qui a à peu près 5 ans d'existence, qui a été initiée par vraiment des pionniers, Distillerie Shepherd en particulier, et puis Distillerie Saint-Laurent qui a emboîté le pas, et puis maintenant qui est circonscrit dans une petite association de distillateurs. Donc, l'acérum, c'est une eau de vie qui est fabriquée avec du sirop d'érable ou de l'eau d'érable concentrée, selon le cas. Et puis, c'est vraiment quelque chose qui est unique au Québec. Il y a un cahier des charges. C'est un travail qui est fait pour avoir l'indication géographique protégée. Donc, vraiment presque une page blanche finalement. Puis moi, j'ai décidé de commencer avec ça parce que je trouve que c'est vraiment un défi intéressant pour moi qui est intéressée justement par tout le processus de fabrication. C'est sûr que pour le whisky, par exemple, il y a des décennies, même des centaines d'années d'expertise dans le domaine. Tout ça a été vraiment peaufiné. On sait vraiment, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui savent comment faire du whisky, mais l'acérum, c'est une page blanche. On a une ressource, le sirop d'érable, qui est presque exclusive au Québec. Là. Je pense qu'on produit 70 au minimum du sirop d'érable mondialement. Donc, c'est quelque chose qui est ancré ici dans notre territoire. Mais nous, on n'a pas une tradition de distillation au Québec. Ça ne se fait pas depuis très longtemps. Et finalement, là, nous, les distillateurs du Québec, une jeune industrie, on a la possibilité de créer un nouveau produit, quelque chose qui va être emblématique de notre territoire, qui va au-delà de ce qu'on fait classiquement avec l'érable et puis qui peut rayonner ici et ailleurs, qu'on peut vraiment faire découvrir aux gens ici au Québec, puis éventuellement ailleurs dans le monde. Donc, je trouvais que c'était vraiment un beau défi de voir comment on travaille cette matière première-là, puis comment on le fermente, comment on le distille, comment on le vieillit. On ne sait rien de tout ça. Là. Tout le monde travaille un peu de son côté. Donc, voilà, moi, j'ai décidé que ça allait être mon produit phare. C'est sûr j'ai d'autres produits qui sont en cours de préparation, mais l'acérum, pour moi, ça va toujours rester là où je mets le plus d'énergie en termes de recherche, en termes de développement, en termes d'expérimentation pour l'amener le plus loin possible, puis vraiment m'inscrire dans cet élan-là de création d'un alcool national, on va dire. Donc, pour revenir au produit, je suis un peu divergée, excusez-moi. L'acérum blanc ici est sorti, je l'appelle simplement l'acérum blanc fauve. C'est un alcool à 40 %. Il est sorti en avril dernier à la SAQ. Et puis, on a fait depuis beaucoup de travail d'aller rencontrer les gens à la SAQ, rencontrer les restaurateurs à Montréal, à Québec. On a vraiment une belle réponse. Les gens sont surpris puis aiment bien le profil du produit. Donc, c'est encourageant. Ça montre qu'il y a une ouverture à ce nouveau profil de goût-là auquel on n'est pas habitué puis pour lequel on n'a pas vraiment de référent. Mais qui, j'espère, va commencer de plus en plus à s'inscrire dans le profil de consommation des Québécois.
Mais j'en parle souvent que les eaux de vie, c'est pas nécessairement quelque chose de très populaire encore. Tu sais, on n'a pas un background que tous nos parents, nos grands-parents faisaient des eaux de vie avec toutes des choses comme ça. Fait que Ouais. c'est une éducation de palais à faire, une éducation sur comment s'en servir, où, quand, comment. Et puis, en plus, tu l'as dit, l'érable, c'est nouveau, une eau de vie d'érable, là, on n'avait pas ça avant. Puis là, tu travailles sous le cahier de charge, mais toi, avec ton expertise, tu peux aller tweaker le résultat. C'est pas juste on fermente, on distille, ça donne une eau de vie blanche, puis ça goûte tout le temps pareil. Ouais. Ton sirop d'érable va changer quelque chose, mais aussi, tu l'as dit, ta culture que tu vas mettre dedans va tout changer. Est-ce que tu as eu des défis les premières fois que tu as voulu fermenter ton érable? Je te dirais que pour la fermentation, le sirop d'érable, c'est une matière première qui est relativement facile. C'est sûr que c'est une matière première qui est pauvre en azote, fait qu'il faut ajouter suffisamment de nutrition. Moi, j'ai travaillé avec plusieurs sirops au départ pour vraiment comprendre les différences. C'était quoi, qu'est-ce qui se passe si on utilise seulement un sirop qui est foncé, si on utilise un sirop qui est clair, un sirop vraiment de transformation, là, ce qu'on appelle le VR5 dans le jargon de la Fédération des producteurs d'érable du Québec, mais ça, c'est le sirop de bourgeon. Et puis, moi, j'ai trouvé que justement, le sirop de bourgeon, le sirop vraiment de fin de saison, qui a des défauts qui fait qu'il ne peut pas être vendu pour consommation humaine, mais qui est quand même, qui n'est pas, qui est pas insalubre ou quoi que ce soit, là. C'était celui qui donnait le plus de corps à l'alcool. Et puis, donc, a priori, quand j'ai fait mes tests à petite échelle, je trouvais ça extraordinaire. Là, après ça, j'ai testé plusieurs levures, levure de champagne, levure de rhum, levure de cachaça, qui avaient tous des profils différents. Fait que là, je me suis fait une tête là-dessus aussi. Pour le blanc, c'est de la levure de champagne que j'utilise. Je suis super transparente par rapport à ça. Après, j'ai eu des défis quand je suis passée à grande échelle chez Caumont parce que le sirop de bourgeon, en fait, il y a une fausse note qui a un goût vraiment caractéristique je dirais, de Tootsie Roll brûlé, là, en tout cas. Vraiment une fausse note qui fait que les producteurs d'érable, sont capables, ils sentent, ils goûtent, ils goûtent et puis ils savent exactement que là, ils sont dans du bourgeon. Puis moi, à petite échelle, je ne voyais pas de répercussions sur l'alcool, mais quand je suis passée sur l'alambic industriel, là, j'en ai vu. Puis il y avait une fausse note de soufre, super désagréable. C'est pas tout le monde qui la sent. En fait, les composés soufrés, c'est des composés qui sont détectables à très, très petite concentration, mais les gens sont tous différents par rapport finalement au niveau auquel ils vont le détecter. Fait qu'il y a du monde qui était là, je ne sais pas de quoi tu parles, puis il y a du monde qui était là, oh, mon Dieu, c'est épouvantable. Je suis là, OK, là, faut faire quelque chose. Fait que ça a été mon plus grand défi, de régler ce problème-là, de vraiment ralentir la distillation. En fait, les alambics sont souvent en cuivre. Et puis, le cuivre va réagir avec les composés soufrés, puis finalement les neutraliser, pour dire simplement. Donc, tu sais, si tu distilles trop vite, s'il n'y a pas assez de contact avec le cuivre, ça va créer un problème. Moi, j'ai même ajouté la laine de cuivre à certains endroits pour vraiment là, maximiser le contact, puis finalement, ça s'est réglé. Mais je te dirais que ça a été le seul défi, tu sais, que vraiment, là, ça m'a un peu pris de cours au début, mais que finalement, ça s'est réglé l'automne dernier. Là, on va goûter à lui, mais c'est ça, en faisant le suivi vers ton vieilli qui s'en vient, c'est Ouais. pas le même produit que tu vas mettre en baril. C'est un autre produit que tu as créé exprès pour le baril. Oui, exactement. Oui. Puis ça, on revient aux levures, finalement, puis comment ça se traduit avec le profil final du distillat. Donc, tu sais, c'est sûr que, ben moi, je ne dirais pas qu'il y avait des levures qui me donnaient un mauvais profil, mais c'était quand même différent selon la souche qu'on utilise. Et puis, entre autres, pour le blanc, moi, j'ai choisi une levure qui apporte beaucoup de légèreté. Tu sais, c'est un alcool qui, tu
qu'il faut qu'il soit frais au nez, que ce soit pas ça nous, on veut quelque chose qui est un bouquet floral finalement. Alors qu'en vieillissement, là, il va y avoir toutes sortes de réactions qui vont continuer à se faire une fois dans les barils. Il va y avoir un processus d'oxydation qui est super lent. Il va y avoir de l'estérification. Il va y avoir les arômes du bois aussi qui vont intervenir. Il va y avoir des molécules qui vont être extraites du baril puis qui vont s'ajouter finalement au profil de l'alcool. Donc là, j'ai pris une autre levure qui avait un petit peu plus de lourdeur, un peu plus sur le fruit mûr, un petit peu plus prononcé, parce que je savais, ou en tout cas j'anticipais que durant le vieillissement, il y allait toutes sortes de choses d'autres qui allaient arriver, puis que je ne voulais pas que finalement l'alcool qui rentrait dans le baril ait un profil trop léger qui se fasse étouffer par tout le reste après. Belle description. C'est le fun de voir la différence parce que la plupart des gens, de ce que je sais, c'est à peu près le même produit, un pas vieilli puis un vieilli. On le goûte en attendant que l'autre soit prêt, mais c'est le même produit. Fait que toi, tu es allé vraiment avec deux profils différents pour deux produits finaux. Oui, puis pour la distillation aussi, je le distille un petit peu différemment parce que je veux finalement que ce qui s'en va dans le baril soit un petit peu plus rough. C'est dur à dire, là, mais tu sais, quand tu goûtes un whisky ou un rhum qui n'est pas encore vieilli, c'est pas bon. C'est pas supposé être bon parce que c'est le travail de vieillissement qui. Mais tu sais, il faut qu'il y ait faut qu'il y ait des choses à transformer finalement. Si quelque chose commence avec quelque chose de super doux, super fin, super délicat, ben il ne va rien se passer finalement. Puis c'est juste les arômes du bois qui vont se mettre à couvrir de plus en plus le peu d'arômes que tu as. Fait que pour ce que je mets en baril, je fais mes coupes un petit peu plus loin pour les queues. Je veux qu'il y ait plus de matière, finalement. Ouais. Okay. Ben, goûtons. Oui, alors on va commencer avec le blanc. Donc, moi, je l'ai dans un petit verre comme ça. Super important de le. Moi, je trouve que la meilleure manière de le boire, c'est la température de la pièce. Vraiment, pas au froid. Vraiment comme ça, dans un petit verre de dégustation ou un petit verre à Porto. Et puis, on commence par le sentir. Et là, c'est là qu'on peut voir vraiment c'est quoi de la sérum. Beaucoup de poire, c'est vraiment léger. Poire, melon, moi je dirais un petit peu de réglisse rouge. Il y en a qui trouvent qu'il y a une petite note de réglisse, là, vraiment d'anis. Mais ça encore, il y a des gens qui le perçoivent comme la pomme, puis il y en a qui le perçoivent comme de l'anis, mais c'est pour la même molécule. C'est vraiment une histoire de perception de chacun. Donc, super léger. Vraiment, moi, en tout cas, je sens ça, je ne sens pas l'érable du tout. Donc, on est dans un profil différent. Il faut vraiment, puis ça, c'est ça qui est difficile aussi, ce qui fait que c'est difficile à expliquer comme produit parce que c'est tellement ancré dans nous, le sirop d'érable, puis les produits d'érable, puis qu'est-ce que ça goûte, puis le monde sont comme, moi, je suis team clair ou team foncé, puis c'est pas mal ça, là. Puis là, le monde sont là, ben là, ça sent pas l'érable. Mais il ne faut pas le voir comme ça. Il faut le voir finalement comme un autre produit complètement qui est fait avec le sirop d'érable. Puis en plus, je pense, je connais pas, je suis pas dans le secret des dieux des autres distillateurs, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui utilisent du sirop de fin de saison. Puis, finalement, c'est une portion de la récolte qui est vraiment peu valorisée. Puis là, on l'amène vers quelque chose qui est vraiment comme un bouquet, des arômes auxquels on n'est pas habitué, mais vraiment autre chose. Il faut le voir comme un produit, une classe à part. Il ne faut pas aller trop chercher l'érable là-dedans. Sinon, on peut être déçu. Mais ouais, c'est ça, super aromatique, très, 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 très fruité. Puis en bouche, là, petite note caramélisée, puis petite note de sève d'érable. Là, ça revient un petit peu. C'est comme si on rentrait dans une cabane à sucre avec de l'eau d'érable qui bouille. C'est pas, ça sent pas le sirop, ça goûte pas le sirop, c'est vraiment la sève, c'est un petit côté sucré.
Mais c'est pas sucré, il y a zéro sucre là-dedans. Là. C'est des arômes qui évoquent le sucre, finalement. Et puis, je dis souvent que le profil est un peu comme celui d'une grappa, parce que c'est un produit que les gens connaissent, ou un calvados, par exemple, un peu moins sur la pomme, là, c'est sûr. Mais par rapport à une grappa, là, on a vraiment une longueur en bouche, une rondeur, ça ne brûle pas la langue. C'est un alcool à 40%, mais on ne va pas rester surpris par la brûlure de l'alcool. Ça couvre bien la bouche, le goût, justement, cette petite note caramélisée d'érable reste vraiment longtemps en bouche. C'est super agréable. Fait que moi, je trouve que c'est comme un digestif parfait, fin de repas ou bien avec le dessert. En fait, c'est ça. C'est pas sucré, mais ça accompagne merveilleusement bien le sucré. Fait qu'avec un petit gâteau, là, tu bois ça, ça ne va pas te rajouter d'autres sucres, c'est comme une liqueur, puis à un moment donné, c'est comme. Bon, après, on a la danse des gens, la danse sucrée au Québec, là, mais ouais, c'est ça, ça accompagne bien le sucre sans être sucré lui-même. Toi, avec ton background de laboratoire et tout, est-ce que tu l'as fait comme analyser pour voir justement les molécules, d'où Ouais. venait chaque odeur, j'imagine, hein? Oui, un petit peu. C'est ça, je suis en train encore d'analyser ça. C'est super intéressant. Ouais, je regarde beaucoup les aldéhydes, les esters, tout ça. Après, il y a des choses. En fait, ce qui est compliqué avec ces analyses-là, puis c'est vraiment ça qu'on réalisait dans le laboratoire, c'est que c'est difficile de dire, ah, bon, là, j'ai l'isoamylacétate, fait que ça goûte la banane, puis là, j'ai l'éthylhexanoate, fait que c'est la pomme. Tu peux faire, quand on sent chaque molécule isolée, on faisait ça, on en mettait quelques gouttes, puis là, on sentait, OK, c'est ça. Mais quand tout ça est mélangé, là, c'est une autre histoire. Il y a des synergies qui se font, il y a des trucs qui masquent d'autres molécules, puis il y a des molécules qui sont en très, très petite quantité, puis qu'on ne sait même pas ce que c'est, en fait. On sait, par exemple, par exemple, dans un whisky, on sait qu'il y a au-delà de 300 composés qui font le profil aromatique du whisky. Mais, puis, tu sais, ça va de milligrammes par litre à nanogrammes, picogrammes par litre. Hein. Fait que, tu sais, on ne connaît pas tout. Fait que c'est difficile de dire ça, c'est le profil d'un rhum, ça, c'est le profil d'un whisky. Juste en regardant, là, en regardant la somme de toutes les molécules qu'il y a, de dire, ah, ça, c'est un whisky. Fait que, ouais, je commence à regarder. En fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment de savoir qu'est-ce qui distingue un acérum d'un autre alcool. Parce que c'est un peu ça le défi aussi. C'est un alcool qui est quand même, les gens vont dire, ah, ça ressemble à la grappa, ça ressemble à une eau de vie. Il y en a qui me disent, ah, ça ressemble un peu à la tequila, ouais, il y a un côté un petit peu herbal, mais c'est quoi la signature finalement? Est-ce qu'on pourrait prendre tous les acérums qui sont produits au Québec, puis mélanger à ça d'autres alcools X, puis que les gens disent, ah, acérum, acérum, acérum. C'est la tequila, là. Il y a des tequilas qui valent 10 000 la bouteille, puis il y a un tequila bang bang, tu sais. Mais tu goûtes les deux, puis tu sais que c'est de la tequila. Mais là, l'acérum, c'est pas encore clair. Tu sais, on est très peu de producteurs, puis on est encore en train de définir c'est quoi le dénominateur commun. Moi, je pense que la poire et l'un-deux, l'espèce de rondeur en bouche, tu sais, il y a quelque chose qui est caractéristique, mais tu sais, il faut qu'on le travaille, puis tu sais, c'est là que ça va finalement se faire avec les années, là, puis avec le concert de tout le monde. C'est pas juste le mien, les analyses. Là. Puis pendant que je sentais, pendant que tu le décrivais, je sentais, puis tu t'es nommé, puis oh, oui, c'est vrai. Oh, Ouais. oui, c'est vrai. Avec la Ouais. poire était là, la réglisse rouge. C'est vraiment. Ouais. Bon, on est loin du juste sirop d'érable. Là. C'est pas sucré, comme tu l'as dit, c'est vraiment une eau de vie. Et puis les arômes qui se développent, c'est complètement autre chose. Fait que c'est une belle eau de vie, comme dans plusieurs eaux de vie de fruits aussi, c'est pas le fruit qui est prédominant, ça va être le reste. Mais là, c'est le fun de voir qu'on parle de l'érable, puis c'est la poire qui domine un peu. Oui, absolument. Puis en bouche, tu as raison, là, c'est pas brûlant. Oui, c'est 40 c'est pas tout le monde qui sont habitués, mais ça se prend très bien. Puis oui, tu le comparais à Grappa, Calvados. En trou normand, fin de repas, là, ça va être super. Oui. En trou normand, ça marche très, très bien.
Mais c'est ça. C'est comme une habitude qu'il faut que, ben, tu sais, dans le fond, par exemple, le vin est rentré dans les habitudes des Québécois vraiment à 100 000 à l'heure. Là. Moi, quand j'étais jeune, tu sais, à part du Harfang des Neiges, là, il n'y avait pas grand-chose. Puis maintenant, tu sais, c'est juste incroyable la diversité de produits qu'il y a. Le cidre de glace, tu sais, c'est relativement nouveau, puis les gens l'ont adopté. Est-ce qu'il y a une eau de vie d'érable, quelque chose qui est unique à notre territoire? C'est quelque chose qui pourrait être adopté ou tu sais, les gens disent ah, dans tel restaurant, je vais aller prendre telle cuvée, c'est rare, vont s'offrir ça à Noël. Tu sais, ça c'est le rêve, là, mais tu sais, c'est pas encore là, loin de là, mais tu sais, dans le fond, je pense que tous les producteurs, c'est vers ça qu'on voudrait aller, là, que vraiment ça devienne connu puis que les gens l'adoptent comme un produit national. Puis, autre que Trou Normand pur, tu as Oui, développé aussi quelques cocktails qu'on peut faire avec. ouais, absolument. On va essayer un. Oui, 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 oui. En fait, moi, je suis, tu sais, justement, moi, ma connaissance pour la mixologie était vraiment limitée quand j'ai commencé ça. J'ai travaillé avec l'équipe d'Alambica à Montréal pour vraiment voir, OK, comment qu'on boit ça? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Parce que c'est fou aider les gens, là. Puis c'est pas tout le monde qui boit de l'alcool 40% en verre comme ça, là. Moi, je suis comme tombée dans la marmite, là, mais tu sais, c'est vraiment loin d'être le profil typique. Tu sais, on n'est pas des grands consommateurs de spiritueux 40% au Québec. Donc, on a regardé avec quoi ça se mariait bien. Puis, tu sais, c'est sûr que tu sais, la première idée, c'est de dire, ah, ben, on va faire un cocktail avec du sirop d'érable, tu sais, la crème, et, en tout cas. Mais finalement, tu sais, en cherchant un peu, on s'est rendu compte que ça marche vraiment bien avec l'agrume. Les agrumes vont super bien complémenter les arômes qu'on retrouve dans la sérum, puis les mettre en valeur. T'sais, on ne veut pas avoir un cocktail où tout le profil, tout ce qu'on a dans l'alcool est écrasé par la vanille, de l'amande, des choses qui sont super aromatiques elles-mêmes. Les agrumes, ça fonctionne bien. On a développé avec un mixologue d'Alambica un sirop vraiment qui a été conçu pour la sérum. C'est ça que je t'ai offert pour que tu puisses essayer un cocktail aussi. C'est un sirop d'agrumes qui est à base de bergamote. La bergamote qui est une petite orange italienne qu'on associe beaucoup au thé Earl Grey. Le calamondin, moi j'avais aucune idée c'était quoi avant qu'on me propose ça, mais c'est vraiment une petite mandarine asiatique. Ouais, c'est une odeur super légère, super délicate de mandarine. Et puis la lime café. Donc c'est un assemblage des trois. Et puis avec ça, on peut faire deux cocktails phares qui vraiment marchent à tout coup. Fait que celui que tu vas essayer, qui est un highball. Et puis, en sour aussi, ça marche extrêmement bien. Comme un pisco sour, finalement. Puis là, on combine ça, donc le sirop, du jus de citron, un blanc d'œuf, shake ça, puis là, ça fait un cocktail super raffiné. Mais aujourd'hui, je te fais essayer le cocktail le plus simple, qui est vraiment super rafraîchissant. C'était comme le cocktail de l'été, le highball. Un coup qu'on a ton sirop, tu veux-tu nous donner un peu les proportions là, pour faire ton cocktail parfait? Oui, absolument. Donc, on part avec notre acérum blanc et puis le sirop d'agrumes ici. Moi, mes proportions parfaites pour un drink qui n'est pas trop fort en alcool, mettons un drink que tu bois en fin d'après-midi, une once d'acérum, une demi-once de sirop dans un grand verre à highball plein de glace. On brasse et puis après ça, on complète avec de l'eau pétillante, du Perrier ou du Club Soda. Ça marche très bien aussi. On donne une petite twist, puis c'est prêt à déguster. Fait que super simple, un petit highball rafraîchissant pour l'été. Ben pour l'autre. Pour l'été qui s'est terminé et qu'on peut continuer à l'automne. Puis pas mal un drink minute, là, ça se fait vite, vite. Fait que si tu veux te désaltérer en faisant un souper ou quelque chose comme ça, mais c'est prêt en quelques, ben, même pas une minute, là. Ouais. Puis comme tu disais, ça ne va pas aller masquer ton acérum. Les arômes qu'on sentait tantôt, peu, on en a encore dedans, là. Ouais, 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 ouais.
Fait que, tu sais, ça, c'est un sirop que j'ai développé puis que, tu sais, il va être en vente à Caumont. Là, je suis en train de travailler pour qu'il soit disponible en ligne puis dans une coupe de points de chute à Montréal aussi. Mais ça fonctionnerait avec un sirop de pamplemousse, avec un sirop de mandarine, un sirop de lime. En fait, n'importe quel sirop à base d'agrumes va permettre comme une itération intéressante de ce cocktail-là. Fait que c'est pas absolument acheter mon sirop, même si c'est le meilleur. Puis, ben, comme on disait un peu avant l'entrevue, c'est un beau cocktail où est-ce que l'équilibre est agréable puis qu'on goûte encore parce que, tu sais, la sérum, c'est pas le même coût à produire qu'un rhum tout court. Donc, on ne veut pas aller le noyer puis que ça ne goûte plus du tout. On veut garder l'esprit du spirit, là, l'esprit de l'esprit. Ouais, Donc, c'est ça qui est le fun avec le tien. C'est un bel équilibre. On goûte encore les arômes de la sérum, là. ouais, absolument. Ouais. C'est vraiment ça qui fait que c'est un combo intéressant. Tu sais, on veut justement, tu sais, puis ça fait partie de l'éducation aussi, tu sais, qu'on veut que les gens aient envie de se faire un cocktail avec cet alcool-là, mais tu sais, pas en se disant, ben, je remplace la vodka par ça, là, tu sais, ou le rhum blanc, tu sais, faut que, finalement, il y ait une classe de cocktail qui se crée, qui soit fait spécifiquement avec la sérum, tu sais. Puis, si on peut rester dans des classiques, qui disent quelque chose aux gens. Tu sais, un highball, c'est super simple, aux pétillantes, un petit mixeur sucré d'acide ou même pas. Un sour aussi, c'est quelque chose que tout le monde connaît. Donc, voilà, c'est ça. Puis là, on passe à ton vieilli. Il vieillit Oui, combien de temps, ton vieilli? oui. Alors là, en fait, c'est dans le cahier des charges de la sérum, on distingue, bon, il y a le blanc, après, il y a le ambré, puis après, il y a le vieilli. Pour qu'on puisse le dire vieilli, il faut qu'il ait passé un minimum de 1 an en fût. Euh, Avant ça, on va dire qu'il est ambré. Donc, moi, c'est le cas. Un ambré, ça peut aussi être un alcool qui est issu d'une macération avec des tiges de bois ou avec des copeaux de bois. C'est pas mon cas. Ça peut être fait aussi, mais c'est pas l'approche que j'ai prise. Donc, moi, tout est vieilli en fût, mais pour celui-là, c'est moins d'1 an. J'en ai d'autres donc je vais avoir vraiment des vieillis qui vont sortir plus tard, mais pour l'instant, c'est un acérum ambré qui est issu de fûts qui ont entre 5 et 8 mois. Donc, c'est un vieillissement très léger. Ça pourrait être comparé à une tequila reposado qui est vieillie généralement entre 3 mois et 1 an, donc un léger vieillissement. Et puis, je trouve finalement que la sérum, il y a quand même beaucoup de choses qui le rapprochent de la tequila, parce que la tequila aussi, c'est un alcool qui est super léger, végétal, très floral, aromatique, mais qui n'a pas la lourdeur d'un rhum ou d'un whisky. Et donc, il ne va pas nécessairement bénéficier d'un vieillissement très long, selon moi. On ne veut pas complètement écraser le profil aromatique de la sérum avec trop de bois. En tout cas, moi, c'est mon opinion. Après, tu sais, c'est sûr que c'est un alcool qui est jeune dans son appellation. Donc, tout ce qui est vieillissement, on va l'apprendre au fil des années, là. C'est quoi le meilleur type de fût, c'est quoi le temps optimal. Mais mon intuition, c'est qu'il ne faut pas que ça vieillisse trop longtemps. Donc, même quand ça va être vieilli, je dirais 1 an, 2 ans, 3 ans, mais tu sais, je n'irai pas jusqu'à 10 ans, là. Mais en tout cas, à suivre. Pour en revenir à ce produit-là, c'est en grande primeur aujourd'hui parce il était embouteillé samedi, donc il y a 2 jours. Et il va être sur les tablettes de la SAQ début novembre, je crois. Donc, c'est vraiment, je continue ma série d'acérum, c'est exactement le même, on garde le même look de produit. C'est un produit qui a été vieilli, donc 5 à 8 mois, dans des anciens fûts de bourbon et de rhum, pour aller chercher finalement des notes différentes dans les deux types de fûts, donc vanille, chêne, dans les fûts de bourbon, et puis les fruits mûrs, la cerise, le caramel dans les fûts de rhum. Donc, l'alliage des deux, finalement,
Encore là, je suis allée essayer différents ratios, différentes choses. Puis ça, pour moi, je trouvais que ça donnait le profil le plus équilibré. Donc, je vais te faire goûter aussi. Tu vas voir que c'est assez différent de l'alcool blanc. Comme je disais avant, c'est avec une autre levure. Cette fois-ci, c'est une levure de cachaça, donc une levure brésilienne qui va amener un petit peu plus de lourdeur, qui va être un peu plus sur le fruit mûr que celle qui est utilisée pour la sérum blanc. Donc, on peut, si tu veux, le boire ensemble. Donc, au nez, là, on est plus sur des notes de noisettes. Moi, je sens de l'orange confite un petit peu, la vanille, du chocolat. Les notes de poire sont encore présentes, mais sous cette couche-là de fruits, puis de bois, puis de caramel, beaucoup plus prononcée. Et en bouche, on garde la rondeur, les notes caramélisées, puis là, il y a une finale d'érable qui revient. Là, on retrouve plus l'érable avec le vieilli, je trouve, que sur le blanc. Puis entre les deux, on a un peu de bois, tu sais, qui rappelle le whisky. Le whoop, après ça, l'érable embarque. Puis, Oui, absolument. Puis, tu sais, c'est encore là, il y a beaucoup de douceur, c'est accessible comme alcool vieilli, c'est pas aussi fort qu'un whisky. Super rond en bouche. Là, moi, je trouve que c'est intéressant pour ceux qui aiment ça d'aller mettre une glace, de le servir peut-être un peu plus frais par rapport au blanc, pour aller faire ressortir ce côté-là très confit, très caramélisé, pour faire sortir la vanille. Donc là, on va plus aller chercher des notes qui se rapprochent du rhum. Le rhum, c'est quand même un alcool qui est proche de l'acérum. Je trouve que, tu sais, on est vraiment dans la même famille. C'est parce qu'on part d'une base de sucre et non d'une base de céréales, comme le whisky. Les deux, c'est une base de sucrose, donc jus de canne à sucre versus sève d'érable. On n'est pas très loin. En fait, l'acérum peut être vu comme notre rhum ami, là, notre rhum du Nord. Puis la cachaça, les levures de cachaça, contrairement aux levures de rhum, pourquoi le choix un de l'autre? Qu'est-ce que les levures de rhum amenaient que tu aimais moins ou cachaça plus? Oui. Les levures de rhum amenaient un côté un peu plus floral, je dirais, quelque chose d'un peu arôme de lavande. En tout cas, c'est dur à dire, là. C'est plus une impression générale. La levure de cachaça m'amenait plus sur le fruit mûr que j'aimais beaucoup et que je pensais qu'il irait bien avec le vieillissement. Ouais. Puis la levure de cachaça est très performante aussi. OK. En fermentation. Fait que, tu vas chercher dans ton wash, tu vas chercher combien d'alcool à la base, là, juste en fermentation? 10% à peu près. Ouais. Et puis, pour celui-là, est-ce que tu y vas plus chaud, moins chaud, plus vite? C'est quoi la différence autre que la levure dans le processus? La fermentation est plus courte. Ça, c'est dû à la levure. Je fermente à la même température. Pour moi, c'est super important le contrôle de température pour justement maximiser la production d'ester. Les deux, je le fais suivant le même profil, mais la fermentation de l'ambré va se faire un peu plus rapidement que pour celle du blanc. Puis, au niveau de la distillation, je distille à un taux d'alcool. En fait, je rectifie un petit peu moins pour l'ambré. C'est-à-dire que l'alcool qui sort en bout de ligne va avoir, mon distillat, à la fin de la distillation, va avoir un taux d'alcool un peu plus bas. Plus le taux d'alcool est bas, plus il y a d'autres arômes qui vont être présents. Plus on monte, plus on se rapproche d'une vodka. Donc après, il faut aller
faut aller trouver où est-ce qu'on veut être sur le spectre. Ouais. Mais souvent, ben, je ne sais pas jusqu'à où tu le montres, ton blanc, mais souvent, avant le fût, on essaie de rentrer en fût un peu plus élevé en alcool. Est-ce que c'est le cas? Je baisse encore le niveau d'alcool pour le mettre en fût. Et là, je dois dire que je suis vraiment en mode expérimentation, puis je vais l'être probablement pour quelques années parce que ça, c'est quelque chose que je connais moins. Puis j'ai vraiment besoin de comprendre comment le taux, en fait, c'est que dépendamment de la concentration d'alcool dans le fût, il y a différentes molécules qui vont être extraites du bois. Le processus de vieillissement va être différent. Donc, de vraiment voir qu'est-ce que ça fait si je mets l'alcool dans le fût à 60 d'alcool versus à 65, il va y avoir des différences. Donc, déjà, je veux bien le comprendre, bien le saisir. Puis, en allant chercher, par exemple, dans différents fûts, différents taux d'alcool, ben après ça, ça me permet de faire des assemblages qui sont beaucoup plus précis, qui sont plus intéressants. C'est comme si ça me rajoutait une diversité de couleurs à ma palette, finalement, sans avoir 10 sortes de fûts différents. OK, oui. Ouais. Ah, ben oui, c'est vrai, c'est intelligent. Mettons que c'est tous les mêmes fûts qui arrivent de la même distillerie d'avant. Ouais, ouais. Mais tu rentres avec différents taux d'alcool, tu vas aller chercher différents extraits. Ouais, c'est ça. C'est comme si tu allais chercher différentes choses de ces fûts-là. Puis après ça, ben, en assemblant, ben, puis, tu vas pouvoir trouver un profil intéressant. Ça va être plus facile à reproduire aussi après. Ton ambré, je trouve, en tout cas, il est plus, pas fini, mais plus un profil qui va ressembler à date à ce qu'on peut connaître. Donc, plus accessible peut-être que le blanc qui est très différent, que c'est pas quelque chose que tous les Québécois ont déjà goûté. Hein. Oui, ouais. J'ai vraiment hâte de voir la réponse. C'est ça, je vais être à temps pour Noël. Je trouve, c'est exactement ce que tu dis. Je trouve qu'il est peut-être un peu plus accessible en termes de profil. Par contre, je trouve que le blanc a une signature qui est plus unique. Donc, c'est ça. Après, à voir ce que les gens aiment, ça va être une belle surprise, en fait, de voir la réponse à ce produit-là. J'imagine déjà le petit coffret avec les deux, l'un à côté de l'autre, pour pouvoir comparer. Puis... Oui, en petite bouteille, là, l'année prochaine, j'espère. Oui. Tu vas être capable d'avoir les mêmes bouteilles en plus petites? Oui, ça existe, c'est ça. Pour l'instant, je commence par les lancer, là, mais ouais, c'est vu. Puis après, en fait, ma vision pour la lignée d'Acérum, c'est que ces deux produits-là, le blanc et l'ambré, soient des produits réguliers qui sont toujours disponibles, qui ont un profil de goût qui reste le même, mais qu'après, moi, je continue mon expérimentation, puis qu'après, ils sortent des éditions limitées, probablement avec la dénomination vieillie, comme entre autres, là, j'en ai j'ai 2 fûts, je ne vais pas en dire trop, là, ça va être une surprise pour l'an prochain, mais c'est 2 fûts vraiment particuliers que j'ai trouvés qui ajoutent vraiment comme du punch au produit, puis un profil complètement différent. Bien, ça va être une édition limitée, puis je ne le referai pas. Mais bon, ça, je pense que je vais commencer l'an prochain parce que je veux vraiment que les gens apprennent à connaître ces 2 produits-là. Puis après, tu sais, expérimentation, là, j'ai fait de la recherche cet hiver sur l'idée, c'était de faire du lacérum à la méthode jamaïcaine en recyclant finalement le backset, ce qui reste après la distillation. Là, une fois que tout l'alcool est extrait, de le remettre dans la fermentation à un certain pourcentage. C'est ça qu'ils font dans beaucoup de distilleries en Jamaïque et ailleurs aussi. Ça se fait pour le Bourbon, mais entre autres pour le rhum jamaïcain, puis ça acidifie beaucoup la fermentation. Ça permet le développement de stères. C'est des longues fermentations avec beaucoup de bactéries puis toutes sortes de levures indigènes. Fait que j'ai essayé de recréer ça à petite échelle, puis j'aimerais ça faire des éditions limitées avec ça qui soient super riches en arômes, puis vraiment funky. Après ça, j'aimerais beaucoup jouer avec des levures de vin parce qu'il y a énormément de diversité de ce côté-là.
l'énologie je veux dire, par rapport à sont 30-50 ans en avance sur les distillateurs en termes d'utiliser le potentiel des micro-organismes, des levures, puis des bactéries pour aller chercher vraiment tout ce que le raisin peut donner comme arôme. Fait que, c'est sûr qu'on peut aller piger là-dedans, mais c'est sûr qu'il faut optimiser les conditions pour la matière première, là, mais ça, je pense qu'il y a vraiment un terrain de jeu intéressant pour aller créer des trucs différents du côté de la sérum. Puis en même temps aussi, ça va permettre d'élargir un peu les horizons de qu'est-ce qu'on veut faire. Parce que, par exemple, si on prend le whisky en Écosse, je pense qu'ils utilisent comme 3 levures, là, puis, mais ça fait 100 ans qu'ils font ça. Là, puis ils savent, OK, c'est comme ça qu'on fait. C'est bon, il y a le malt, il y a l'eau, il y a la levure, c'est telle souche de levure, on amène ça à tel taux d'alcool, on dit c'est ça de telle façon. Puis, c'est très, très réglementé, puis c'est très, mais ils ont essayé des choses, c'est sûr, là, cette expertise-là, puis cette recette-là, ce savoir-faire-là s'est développé au fil des années, puis avec l'expertise des différentes distilleries d'Écosse. Puis nous, c'est le travail qu'il faut qu'on fasse finalement là, en ce moment. Il faut qu'on teste des choses pour finalement peut-être qu'on va trouver le Saint Graal de la sérum. Puis, mais tu sais, on n'est pas là, on est encore en mode exploratoire. C'est ça qui est le fun justement avec ce produit-là. Fait que tu risques d'être la Marie Curie de la sérum. Ouais, peut-être. Dans 300 ans, on va parler de toi. Ah ouais, tu as ouais. découvert la molécule qu'il fallait, la bonne souche pour. Ouais. Fait que là, on a parlé de tes acérums qui s'en viennent, ceux qui sont déjà sortis. Tu travailles sur plein d'autres produits aussi là, en même temps. Oui, plein d'autres produits. En fait, le principal, j'ai deux autres produits dans le pipeline. Le cocktail que je t'ai fait goûter, j'aimerais le faire en prêt à boire. Donc, ce serait le premier prêt à boire à base d'acérum au Québec. Ça, je croise les doigts pour qu'il soit sur les tablettes l'été prochain, mais c'est pas encore une certitude. Je vais devoir vous revenir là-dessus probablement cet automne quand la SAQ va avoir fait sa sélection de prêts à boire pour l'été prochain. Mais donc ça, c'est quelque chose de super intéressant qui s'en vient. Puis je pense que ce serait vraiment une façon de faire découvrir ce produit-là au plus grand nombre au Québec. Et puis, j'ai un rhum. Comme je te disais, je trouve que le rhum et la sérum, c'est vraiment deux cousins. Fait que ça, c'est intéressant parce que c'est des matières premières qui se répondent, puis ce qu'on peut faire avec l'un peut nous apprendre sur ce qu'on peut faire avec l'autre. Donc ça, je trouve ça super intéressant. Et en plus, au Québec, ça s'est un peu perdu, mais au temps de la colonie, on avait vraiment, il y a eu ici au Québec une expertise pour faire du rhum à cause du commerce triangulaire qu'il y avait entre la France, la Nouvelle-France puis les Antilles. On avait de la mélasse qui venait ici. Fait que les premières distilleries québécoises étaient des distilleries de rhum. Et puis, ce savoir-faire-là a un peu disparu avec la conquête parce que, bon, les Anglais étaient évidemment dans le whisky, puis c'est ça un peu qui a dominé par la suite. Mais je trouve ça intéressant de revenir à cette base-là au Québec. C'est sûr, ce n'est pas une matière première qui vient du Québec, mais moi, je me vois comme ouverte sur le monde. Donc, je trouve ça quand même intéressant de revenir là-dessus. Donc, un rhum que moi, je vois comme un rhum classique, inspiré des Jamaïque, Barbade. Un rhum, ça va être un rhum brun que je fais vieillir en ce moment. Le temps minimum de vieillissement, c'est 1 an. Fait que là, il est en fût. Puis ça va sortir au courant de 2023. Donc, encore là, j'ai vraiment hâte de voir comment ça évolue. Le rhum, c'est quelque chose sur lequel j'avais beaucoup travaillé en laboratoire. Donc, c'est super intéressant pour moi aussi de le faire à grande échelle maintenant. Là. C'est un rhum de mélasse inspiré des rhums anglais des Antilles. Voilà. Non épicé. Puis tes levures, tu t'enlignes dans quelle direction?
Oui, pour l'instant, je travaille aussi avec la levure de cachaça pour le rhum, mais encore là, d'autres explorations sont en cours pour essayer d'autres choses. Ouais. Yeah. Puis, comme tout ce qui se fait chez Caumont, c'est pas, tu n'arrives pas avec un rhum déjà prêt, puis tu le retravailles, tu as vraiment ta mélasse, puis tu fais de A à Z de ton Oui, rhum. de A à Z, de A à Z. Ouais, moi, c'est pas du grain à la bouteille, c'est du sucre à la bouteille. J'ai eu la chance de te voir rentrer avec ta tank de mélasse Oui. sur ton livre. Tu leur dilues à combien? Parce que j'imagine que si tu fais juste mettre des levures dans de la mélasse, il ne se passera à peu près rien. Oui, oui, oui. Non, la Tu leur mélasse, dilues, c'est à peu près 80% de sucre, donc il faut vraiment le diluer. Puis, tu sais, la mélasse, c'est un défi parce que non seulement il y a du sucre là-dedans, mais il y a plein de minéraux en beaucoup trop grande quantité pour que les levures. C'est pour ça que finalement, ça n'est pas obligé de mettre ça au frigidaire, la mélasse. Il n'y a pas grand-chose qui pousse là-dessus. Donc, oui, il faut le diluer à peu près entre 12 et 20 de sucre, là, différentes manières de faire. Puis, il faut aller balancer aussi la, les minéraux, les micronutriments qui sont présents là, pour que la levure soit contente et travaille avec nous. Ouais. Plus qu'on a donné un petit scoop sur le sirop qui va accompagner ton ambré. Oui, absolument. J'ai retravaillé avec la même équipe à Alambica et puis là, c'est un peu différent. On veut faire ressortir aussi ce qui est amené par le fût, donc la vanille, le côté fruits mûrs. Donc, on va vous proposer un acérum punch avec un sirop qui est à base de fruits de la passion, de vanille et de chocolat. Ça va sortir très bientôt et ça fait vraiment un cocktail qui est délicieux pour les fêtes, pour faire un petit punch de Noël. Ouais, ça va être réconfortant. Oui, absolument. Ouais. Wow, j'ai hâte de découvrir ça, ce nouveau sirop-là. Puis, Ouais. bel job à date, là, vraiment, c'est super intéressant comme discussion, ce qu'on a eu ce matin. On voit que tu es une passionnée, puis pas juste du produit final, mais vraiment du processus, puis de A à Z, là, comment arriver au produit de ton goût. Fait que, chapeau, c'est très, très intéressant. Puis je suis sûr qu'on va pouvoir se reparler dans les prochaines années pour la suite. Oui, merci à toi en tout cas pour l'opportunité. C'était vraiment une belle discussion et un bel échange. J'étais très contente d'être ici ce matin. Bien, merci pour ton temps aussi. Donc, à une prochaine fois. Oui, à une prochaine fois. Bye bye. Bye. Laisse-moi te parler de mon partenaire, Novumatrix, la nouvelle matrice pour réussir ensemble. C'est grâce à eux si je peux vivre mon rêve de vous partager toutes ces belles aventures parmi les distilleries du Québec. Clique sur le lien en bas. Toi aussi, tu mérites de vivre ton rêve.